Or, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est de discuter avec vous, de réfléchir avec vous un peu à l'envers, c'est-à-dire un peu de mythes qu'on se fait. Moi, j'aime beaucoup parler des mythes et des illusions. Des mythes qu'on s'est fait sur l'esprit critique. L'esprit critique est un machin compliqué, parce qu'on n'en a pas une bonne définition, nulle part, hein. Pas nous, entre nous. En général, dans le monde de la philosophie, dans le monde de la psychologie, il n'y a pas une définition unique de ce qu'est l'esprit critique. Donc, on part d'une base qui est un peu mouvante. On n'a pas une bonne définition, on a beaucoup d'approches différentes, mais c'est rare qu'on sache exactement de quoi on parle quand on parle d'esprit critique. Par contre, on a souvent l'impression de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Or, tout va bien, là de nouveau, il suffit de prendre conscience que derrière ce mot, on met beaucoup de choses différentes. Par exemple, il y en a qui mettent, et que quand on se trouve avec des méthodes ou des approches d'éducation à l'esprit critique, souvent, elles focalisent sur des aspects qui sont différents. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une universalité, un standard dans l'éducation à l'esprit critique. Dans certains cas, par exemple, éduquer à l'esprit critique, pour certains, c'est mettre l'accent sur toute la partie liée à l'argumentation. Identifier les erreurs, les fallacies argumentatives, les biais de l'argumentation qui peuvent nous convaincre à tort ou que nous-mêmes, on peut utiliser à tort. D'autres focalise l'attention, quand il parle d'esprit critique, justement sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sur la manière que nous avons de nous faire tromper ou d'analyser les médias. Et donc, souvent, on entend parler d'éducation à l'esprit critique comme très focalisé sur les outils pour l'analyse des informations et des sources d'informations. Dans d'autres cas, on se retrouve avec une approche à l'esprit critique qui est plus liée, par exemple, aux mathématiques. Les outils statistiques, les outils des probabilités que nous ne comprenons pas naturellement sont des outils pour éduquer, armer l'esprit critique. De même que la science, on développera aussi ce côté, peut être considérée comme un travail, celui sur la science, mais de quelle manière? Autour de l'esprit critique, ou encore se doter d'outils d'autodéfense intellectuelle un peu plus généraux. C'est une autre approche à l'esprit critique, c'est-à-dire aller prendre en considération ce dont je vous ai parlé aussi, nos biais, nos illusions, nos tendances naturelles, la manière où elles nous amènent en erreur et où ces erreurs-là peuvent être exploitées par d'autres pour nous faire tomber dans des pièges. Donc, comment on peut se protéger, se défendre de tous ces pièges. Donc, tout cela, on le retrouve actuellement dans le panorama de ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit critique. Qu'est-ce qui nous manque pour l'instant dans ce domaine d'éducation à l'esprit critique? Une chose sûrement qui nous manque, ce sont des bonnes évaluations. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment quelles sont les méthodes plus efficaces pour éduquer l'esprit critique. Et vous comprenez très bien, on est entre enseignants, c'est difficile de trouver des méthodes efficaces si on ne l'a pas bien défini, si on ne sait pas exactement quel est l'objectif aussi qu'on veut atteindre. Mais même quand on veut atteindre des objectifs, en admettant des objectifs différents, il nous manque à aujourd'hui de bons instruments d'évaluation et des mesures pour montrer que les élèves, suite à un certain type d'éducation à l'esprit critique, ont bougé de leur position initiale vers des nouvelles positions, voire ont transféré ces nouvelles compréhensions et acquisitions dans leur vie de tous les jours. Or, cela est fondamental parce que l'esprit critique qui se limite à s'exercer en classe entre 8h et midi, bon, on peut peut-être faire autre chose du coup. Il faut donc viser, quand on vise l'éducation à l'esprit critique, comme l'éducation aux médias ou à ces autres aspects de l'esprit critique, viser effectivement à cette chose hyper difficile, nous on le sait entre nous, qui est le transfert vers la vie de tous les jours, parce que c'est là que l'esprit critique va se voir et qu'il va effectivement s'exercer. Autre problème lié à l'esprit critique, autre mythe. Dans les mythes, il y a toujours un grain de vérité ou quelque chose qui est lié à une tradition et qui cherche à expliquer quelque chose de réel et quelque chose de faux. C'est dans ce sens que je l'utilise. Ce qui nous apparaît, l'esprit critique serait quelque chose de naturel,
on l'aurait de façon assez naturelle, on aurait quelque chose qui se développe à un certain moment, et ça ferait partie de nos capacités naturelles de pouvoir effectivement utiliser notre sens commun. En anglais, c'est common sense, ça fait plus de sens, pour distinguer des opinions, des faits, des choses qui sont vraies, qui ne sont pas vraies. En somme, on serait bien servi par nos outils naturels. Il y a du vrai là-dedans. Hein. Et là, je vous fais un exemple qui est très lié à la perception et que vous voyez là très bien. Nous, au niveau de la perception, nous sommes très bien dotés, par exemple, pour reconnaître les visages. Nous sommes des machines hyper performantes dans la reconnaissance des visages. Notre sens naturel, notre sens commun des visages nous sert très très bien. Mieux que Siri et les autres outils de nos puissants téléphones pour l'instant, et que les intelligences artificielles pour la reconnaissance des visages. Le bébé, il se réveille, il sort, il arrive à la vie déjà avec une capacité de distinguer entre un visage et un autre type d'objet. C'est intéressant. C'est une capacité qui est extrêmement puissante. Elle est tellement puissante, cette capacité, à identifier des visages, que nous en avons presque une hypertrophie. C'est-à-dire que non seulement nous sommes capables de reconnaître des visages parmi d'autres objets assez rapidement et même d'identifier le visage de quelqu'un en particulier, chose qui est encore difficile pour les intelligences artificielles, mais les bébés aussi, les nouveau-nés aussi, nous nous trouvons face à des images de ce genre et nous y voyons un visage. Or là, vous admettrez avec moi qu'il y a 2 points et une ligne. Et pas plus que cela. Et pourtant, il est irrésistible de voir là-dedans un visage. Et même dans cette patate. La patate est particulière parce que moi, j'y vois un visage qui est moitié moqueur, les yeux fermés, comme ça, et qui rigole. Donc, non seulement j'y vois un visage dans une patate, mais j'y vois un visage avec une expression, un certain type de sourire, et le visage un peu tourné. Un peu comme ça. Or, vous admettrez que ça va loin. Ça fait penser un tout petit peu à la première image que je vous avais montrée avec le diagramme de corrélation entre le chocolat et les prix Nobel. C'est-à-dire qu'un outil performant que j'ai de détecter des corrélations et d'imaginer à partir d'une corrélation des possibles explications causales, très utiles, hein, dans la vie de tous les jours, si on n'était pas capable de faire ça, on ne serait pas capable de se dire que si votre copain il tombe par terre après avoir mangé des champignons, peut-être que les champignons sont empoisonnés. Et on n'en mangera pas. Donc, outil très, très, très puissant, celui de détecter la corrélation et la causalité, de se faire des images de causalité, mais qui peut nous amener par hypertrophie, de manière irréfléchie, involontaire, silencieuse, à attribuer la causalité à des situations qui n'en méritent pas, qui n'en sont pas. Comme ici, on voit un visage, grâce à un système puissant que nous avons de détection des visages, on voit un visage là où il n'y en a pas. Ce n'est pas grave, dans ce cas-là, mais même ça fait fonctionner les émoticons et pas mal de dessins animés, sans lesquels, sans ces mécanismes, ça n'existerait pas. Mais voilà, ça montre que notre système naturel est à la fois puissant, nous avons des outils naturels qui sont à la fois puissants pour connaître le monde qui nous entoure, pour prendre de l'information utile et l'interpréter, parce que sans l'interpréter, l'information ne sert à rien, mais que dans cette interprétation, nous pouvons, sans nous en apercevoir, aller vite et donner des interprétations qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui sont irrésistibles. Maintenant, je vous l'ai dit qu'il n'y a pas de visage là-dedans. Je pense que, comme moi, vous continuez à les voir, tout en sachant qu'il n'y en a pas. Hein? Donc, ce mécanisme de « je vais rapidement à une interprétation », elle reste à moi, même si je la dépasse cognitivement, parce que je sais que ce n'est pas vrai, c'est un mécanisme qui n'investit pas seulement la perception, mais qui fait partie de notre propre fonctionnement naturel. Ça ne nous vient pas des médias.
ce n'est pas de la mauvaise éducation, ce n'est pas avoir été mal éduqué par nos parents, on n'est pas devenu comme ça. On a ça de façon universelle et naturelle dans notre propre fonctionnement cognitif. Quelque chose, une graine, qui nous amène à bien faire dans nombre de cas, mais dans certains cas aussi à trop faire. On vient de reparler de médias, et donc, puisqu'aujourd'hui c'est une journée qui est plus axée sur les médias, j'aimerais faire un point un peu plus long par rapport aux autres mythes sur l'esprit critique, sur cette question-là, et aller décrypter un peu plus loin qu'est-ce qui, dans les médias, peut nous aider à tomber dans certaines utilisations des médias, dans certaines interprétations, plutôt que dans d'autres.